Salut à tous, si vous avez été à Yavne pendant de nombreuses années, eh bien forcément vous avez dû croiser notre ami Gérard Soufir dans les couloirs. Il a longtemps été adjoint du directeur de Yavne, responsable de l'éducation informelle. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. On est tellement content qu'il soit en Israël. Tout juste 1 an d'Alia, on est là pour fêter ça ensemble. Restez avec nous, c'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Gérard Soufir. Bonjour Cathy. Et je vais faire des jaloux, je crois. Je sais pas, mais c'est vrai que... Vous en avez fait des choses et on vous attend depuis longtemps ici. J'ai fait un peu de choses. Pas beaucoup, on a fait. Bon. Je n'étais pas tout seul. Ouais, il est toujours très humble, Gérard. Donc si je dis Ish Reset, vous allez me dire non. Non, je fais mon travail, j'ai travaillé. Ouais. Il fallait une parnassa, donc il fallait travailler. Donc on a travaillé. C'est ça, oui, travailler. Et puis plus, beaucoup de bénévolat, beaucoup de choses pour aider les autres, évidemment, dans tous les domaines qu'on peut imaginer, surtout aider la jeunesse, voilà, avec lequel il a beaucoup travaillé. C'est vrai. Donc pour moi, c'est une opportunité de travailler à Yavne. Et bon, il faut savoir aussi que Yavne était une école qui était sioniste. Et lorsque je suis arrivé à Yavne... Donc, 1979. 1979, effectivement. Voilà. Mon prédécesseur, Shlomo Balsam, donc déjà s'occupait de l'informel. Et organisait des voyages, Amsterdam, le Béarn, des Shabbatot, etc. Et lorsque donc, il m'a proposé de le remplacer... Parce que lui faisait son alia, je crois. Voilà, il a fait son alia, effectivement. Et donc, j'ai accepté le poste de l'éducation informelle au sein de l'école Yavne. Alors, pourquoi vous avez mis tellement de temps à arriver en Israël ? Pourquoi ? Parce que donc on a commencé les études. Vécu Israël, vous avez mais je crois que Israël. je respirais Israël, etc. Mais je crois que la maison c'était un territoire israélien, dans le sens où c'était vraiment une auberge jeunesse. Les gens venaient... C'est-à-dire que tous les Israéliens passaient par chez vous. Voilà, donc ils savaient qu'il y avait la possibilité, et donc ils téléphonaient, on m'a donné votre téléphone, est-ce que je peux passer Shabbat, etc. Et on a eu des Brésiliens, des Argentins, des Américains, des Israéliens, etc. Ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait. Je vais prendre une anecdote. J'ai marié ma fille il y a à peu près 1 an et demi, ouais. Et donc Janine, ma femme, donc accompagnait donc sa fille au mikvé. Et la personne qui s'occupait du mikvé, elle voit ma femme, elle lui dit « Mais... Je vous connais. » Je vous connais. Je dis « Comment vous vous appelez ?»« Soufir Janine. »« Mais oui, j'étais chez vous pendant les Chagim, j'étais à Paris, je ne savais pas où aller, on m'a donné vos coordonnées, je vous ai téléphoné, vous m'avez reçu. C'était extraordinaire, jamais je n'oublierai ce moment passé chez vous, etc. » Voilà. Quel joli destin. Mais c'est vrai que la maison, c'était une auberge jeunesse. Ok, alors vous n'étiez pas en Israël physiquement, mais votre cœur était en Israël. Effectivement, et c'était un choix, parce que Janine était aussi donc étudiante en expertise comptable. Elle devait terminer donc un mémoire, encore un ou deux examens. Quand vous êtes mariés ? Quand on s'est mariés, et lorsqu'on s'est renseigné pour les équivalences, il fallait qu'elle refasse tout à zéro, donc c'était impossible avec 2 ans, 3 enfants, c'est impossible. Et le chinour aussi, donc c'était pas évident pour moi de trouver vraiment un véritable poste dans le chinour, etc. Donc on a décidé d'un commun accord avec elle de rester, et puis donc d'envoyer les enfants, et c'est ce qu'on a fait, puisque tous les enfants sont montés après le bac. Ouais, après le bac, ils sont partis, vous en avez voilà. Vous êtes resté tout seul, vous qui avez une vie On est resté tout seul. Bon, il y avait la dernière aussi qui était restée avec nous pendant au moins 10 ans, donc fille unique. Ça n'a pas été facile parce qu'à un moment, donc Avital... elle ne voulait pas venir en Israël. Elle ne voulait pas venir. Elle m'a dit, écoute papa, j'ai pas envie d'y aller. Je dis, écoute, j'ai pas envie ma fille. Alors que vous n'attendiez qu'une chose, c'est qu'elle ait son bac pour rejoindre la fratrie. C'est une chose qui était évidente, que si elle avait décidé de rester en France, on ne serait pas parti. On ne pouvait pas laisser une fille célibataire. À Paris, c'était impossible. Alors, ni une ni deux, j'ai téléphoné à sa sœur, je dis, écoute Galit, vous avez tu te débrouilles. Monté une petite... Je dis, écoute, tu te débrouilles. Ta sœur, elle a décidé de ne pas aller en Israël. Tu la contactes, tu te débrouilles, mais moi, il faut pas qu'elle termine son bac, il faut qu'elle parte. T'inquiète pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre elles. Ça ne nous regarde pas, mais en tout cas, ça a marché. Voilà, ça a marché. Ça a marché, puisque après, elle m'a demandé de faire un programme Massa. Elle a fait son programme Massa et elle est restée. Voilà, ça, c'est le côté, on va dire, privé. Maintenant, le côté public, c'est vrai que vous êtes embringué dans des tas d'histoires incroyables, puisque vous avez aidé notamment Avital Sharansky lorsqu'elle était en France, lorsqu'elle a meuté, on va dire, les politiques, les pouvoirs publics pour libérer son mari Nathan.
Nathan Sharansky, vous étiez là de tous ces combats. Voilà, la maison, c'est son quartier général. C'était son quartier général. Donc, lorsqu'elle venait à Paris, elle s'installait, elle était à la maison, elle avait sa chambre, etc. Téléphone, etc. Donc, elle rencontrait des gens chez vous il y avait des journalistes qu'elle rencontrait ou des gens. Et parfois, donc, je l'accompagnais aussi. Donc, je l'accompagnais chez Mitterrand, chez Son. Il y avait aussi le fameux... Mendelevitch. Alors, Mendelevitch l'accompagnait. Mendelevitch l'a accompagné avec elle. Il y a eu Mendelevitch, il y a eu le Rav Elie Sadan qui l'accompagnait, etc. Bon, Moretti, je crois aussi. Moretti, le peintre Moretti, lui, s'est impliqué. Donc, par exemple, pour une manifestation, je crois. Énorme, place de la République. Donc, pour la libération des Juifs du RSS. Et donc, il avait offert une de ses peintures comme support pour la manifestation. Il avait aussi... il a financé. Il a fait aussi des masques de Sharansky. Et donc, la manifestation, les gens avaient des masques de Sharansky durant toute la manifestation. Qu'est-ce qu'il a fait encore Vraiment, il s'est vraiment investi aussi et vraiment, dans ce combat avec Avital. Bon, alors ça, c'était en plus de toutes vos activités, parce que vous étiez la journée, on va dire, à Yavne, hein, vous surveilliez les enfants, vous étiez avec eux, vous étiez un peu le... c'est vrai que j'avais le bon rôle, parce que j'étais pas surveillant, j'étais pas prof. C'est pour ça que tout le monde vous adorait ? Voilà, mais c'est évident, parce que dès qu'ils avaient le moindre souci, j'avais un bureau qui était ouvert, les gens pouvaient venir à n'importe quel moment, ma porte était ouverte, ils venaient, ils savaient que lorsqu'elle était fermée, c'est que j'étais occupé. Donc, la porte était fermée, on venait pleurer sous mes jupons parce qu'elle avait une mauvaise note, ou bien parce qu'elle voulait faire le voyage et ses parents ne voulaient pas, ou bien pour me raconter un peu, c'est échanger avec eux. Échanger avec vous. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plein de choses. Hein. Vous avez organisé des voyages en Pologne. Je crois que vous êtes un des premiers. Il y a eu Prague. Il y a eu vous avez fait venir des enfants iraniens en France pour des colonies de vacances. Enfin, bref, quand on voit la liste des opérations, c'est assez impressionnant. Surtout que les enfants iraniens, lorsqu'ils sont arrivés, je crois qu'on était en 79 et que c'était pas du tout commun comme affaire. C'est une aventure incroyable. Effectivement. Donc, on a été convoqués dans les locaux des EI, avenue de Ségur. Et il y avait un responsable. Par l'ambassade d'Israël. Par l'ambassade d'Israël. Oui, on a été convoqués. Ok, on s'est pas marqué. Voilà. Et donc, ils nous ont dit, voilà, le projet est le suivant. Nous allons inviter 300 jeunes Iraniens qui vont venir pour passer des vacances. OK ? D'accord, c'était quand ? C'était à l'époque où Khomeini... C'était en juillet 79. Quand Khomeini avait pris le pouvoir. D'accord. Juillet 79. Puisque ma femme était enceinte de mon premier. Et donc, c'est l'année avant que je rentre à Yavne. Et donc, c'est Shlomo toujours qui est dans le coup, qui me dit, écoute, Shlomo Balzam, qui me dit, écoute, Gérard, tu organises la colo. Il n'y a pas de problème. Donc, j'organise la colo. On avait privatisé la Versine, le château de la Versine. Okay. Tout le château était pour nous. Vous étiez plus personne. Nombreux, 300. Oui, 300. Il n'y avait personne, il n'y avait que nous. Et l'équipe des animateurs, c'était des anciens élèves de Yavne ou des élèves de première terminale de Yavne qui sont venus pour encadrer ces jeunes-là. Alors, bien évidemment, ces enfants ne parlaient pas français. Les enfants ne parlaient pas français, donc on se débrouillait entre l'anglais et on avait une interprète qui, elle, interprète française, mais qui est venue d'Iran avec eux. Okay. Enfin, c'était fou. Quoi. Oui, le but du jeu, c'était quoi ? C'était de les garder à Paris, de les faire partir en Israël. L'objectif, c'était qu'ensuite, donc c'était un transit avant de partir en Israël. Malheureusement, ils sont tous retournés en Iran. Maintenant, il faut savoir que la communauté juive en Iran n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'antisémitisme. Ils sont protégés. Okay. Par contre, ce qu'ils ont fait, ils ont fait sortir de l'argent. Ils ont profité de cette... je me rappelle, donc on avait pris les bus, on est parti place Franklin Roosevelt et juste dans une des rues, il y avait la banque iranienne et ils venaient avec des chèques qu'ils donnaient. C'est mémorable. Et c'était incroyable. On a retiré nos clipotes. Ouais. On a retiré nos pour aller chercher l'argent avec eux. Pour aller chercher l'argent, il fallait voir. Donc tous les jours, on amenait 50 enfants. 50 enfants. Mais c'était incroyable. Et ensuite, donc une personne d'ambassade venait le soir. Donc, et récupérer cet argent qu'il devait mettre dans tel ou tel compte en Angleterre, en Israël, aux États-Unis, etc. Voilà. Ça a été des moments extraordinaires. Et ce qui est fabuleux, c'est le premier Shabbat que j'avais passé avec les Iraniens. Donc, nous, on faisait le Kabbalah Shabbat, etc. Et puis, on lançait nos nigunim, nos chansons. Et bien, ils chantaient avec nous, ils les connaissaient. Ça vous a scotché.
incroyable. C'est-à-dire que donc ils sont à 6 000, 7 000 kilomètres de la France, donc On ne les complètement connaît pas, isolés. on ne peut pas parler avec eux. On ne peut pas parler, etc. On arrive, on fait Kabbalat Shabbat, on lance un Et nigoun, tout le monde chante ensemble. tout le monde chante ensemble, etc. Mémorable. Fabuleux. C'est des moments... Inoubliable. Ah oui. Ouais. Alors, les moments inoubliables, il y en a eu plein, j'imagine, surtout au sein de Yavne. Qu'est-ce qui vous reste? Parce que c'est très compliqué de se rappeler, j'imagine. Je vous pose un petit peu une colle, mais alors, vous avez fait tellement de trucs. Alors voilà, Yavne était une école sioniste. Ouais. Donc déjà, avant même que je vienne, que j'arrive, que je commence mon tafkid à Yavne, bon, il y avait beaucoup d'enfants de mouvement jeunesse. Et donc, on savait que certains élèves, après le bac, partaient en Israël. Okay, mais ils partaient un peu à l'aventure. Ils ne savaient pas. Ils faisaient l'Archara et ensuite ils découvraient Israël. M'est venue l'idée, en 82, de me battre pour que l'on puisse organiser un séjour en Israël pour les élèves de terminale et leur présenter toutes les possibilités d'études en Israël. Mais à cette époque-là, ce n'était pas évident de demander aux parents et le prix du billet et le prix du séjour. Alors, il en a fallu batailler pendant 6 mois avec l'agent juif, le MAF, etc., pour que le séjour soit pris en charge par l'agent juif ou le MAF. Et à l'issue de ce combat... Vous êtes parti à cette époque-là, c'est grâce à Gérard. Voilà. À l'issue de ce combat-là, on a réussi et le MAF, pendant 3 ans consécutifs, nous ont subventionné le séjour. On avait commencé déjà donc, à organiser donc, ce séjour en Israël. Ensuite, il y a eu Pavillon et ensuite, petit à petit, chaque année, toutes les écoles organisaient donc, ce séjour en Israël après le bac. Et au moment du bac, en terminale. Et lorsque j'ai travaillé à l'agent juif en 2002-2003, je crois, ouais. Donc c'est là que Daniel Benaïm a décidé d'étendre le projet. Il m'a dit, écoute, et pourquoi ne pas faire partir tout le monde en même temps? Et c'est comme ça que le bac Bleu Blanc, donc... ça devait être extraordinaire de voir tous ces jeunes arriver. Extraordinaire. Il y a des moments très marquants que vous avez vécu avec tous ces jeunes. 30 ans d'Yavne, c'est long à résumer, mais enfin... Mais je crois que lorsque j'étais en pleine action, je ne me rendais pas compte. Une fois que je suis arrivé en Israël, là aussi, bon, j'ai rencontré... j'étais à l'aéroport et je vois un ancien élève avec 3 enfants. Et il était très content de me voir, Franck. Et il me présente, il me dit, tu sais, il me présente à ses enfants en disant... C'est grâce à Gérard si je me suis marié avec maman. Pourquoi? Il dit, c'est très simple. Je n'étais pas inscrit pour le voyage en Israël. Tu es venu, tu m'as convoqué, tu m'as dit, pour quelle raison tu viens pas en Israël? Et je t'avais dit que c'était pour des raisons financières. Et tu as téléphoné à ma mère en lui disant, écoutez, prenez une enveloppe, mettez ce que vous voulez, mais votre enfant doit partir en Israël. Et lors de ce voyage, il a fait connaissance donc, de sa femme et ils se sont mariés. Ouais, voilà. C'est sympa. Voilà. Vous avez beaucoup d'enfants. C'est une des anecdotes. Bon, c'est vrai que Picard a toujours dit que Yavne était la plus grande agence matrimoniale. Il y a énormément d'enfants, d'élèves qui se sont mariés entre eux. Ouais. Alors, il y a aussi, bien sûr, d'autres activités. Hein. Il y a aussi les voyages en Pologne. Je crois qu'Yavne, c'était une des premières institutions alors à le faire. Effectivement. Donc, on avait fait donc, les voyages en Pologne du temps du communisme. Ouais. Et à cette période, il n'y avait aucune cache-route. Donc, il fallait que j'amène tout, du pain, en passant par le fromage, la charcuterie et les desserts. Et les premiers voyages, je les faisais en train, en passant par Berlin-Est. Il fallait 2 visas, le visa pour Berlin-Est et le visa pour la Pologne. Imaginez, partir avec 120 élèves, 120, 130 élèves, avec toute l'intendance. Combien de temps pour préparer un voyage pareil? Depuis septembre, dès qu'on commençait donc l'année, on commençait donc à organiser, etc. Donc je planifiais l'ensemble des voyages et en fonction des problématiques, je solutionnais au fur et à mesure. Bon, alors est-ce que vous vous ennuyez pas maintenant que vous êtes arrivé en Israël? Non, je m'ennuie pas parce que je fais du bénévolat donc à Kalita. Ouais. Ok. Et puis bon. Du bénévolat, un peu plus que du bénévolat, parce que l'infrastructure aussi du Kalita, vous l'avez mis en place avec Sarah. Et, oui, non, mais vous avez beaucoup travaillé. Oui, non. J'étais donc la première année, donc j'étais salarié à mi-temps de Kalita, et ensuite j'ai décidé de continuer, mais bénévolement. Mm-hmm. Voilà. Bon, voilà, donc vous ne vous ennuyez pas, vous profitez de vos enfants, vos petits-enfants. On profite des enfants, des petits-enfants, d'Israël aussi. Donc,
ma femme surtout. Donc, en fin de compte, c'est elle qui a tout le mérite, que les choses soient claires, vous savez. La femme, c'est beaucoup, parce que je pense que si j'ai réussi, c'est grâce à elle, parce qu'elle m'a laissé faire et qu'elle a accepté. C'était pas évident, évident du tout. Surtout laisser partir ses enfants. Accepter que la maison soit une auberge jeunesse. Vraiment, ça n'a pas été facile, mais à aucun moment, donc Elle a flanché. Elle a flanché, aucun moment. Le contraire, c'est elle qui me soutenait, qui m'encourageait. Alors, de toutes vos activités, parce que vous avez travaillé à l'Agence Juive, vous avez travaillé, bien sûr, à Yavne, on l'a dit, redit, vous avez travaillé aussi au CASIP. 1998, vous avez créé un centre communautaire au CASIP. Voilà. Et puis, vous avez travaillé avant Yavne avec des jeunes, pour ceux à qui ça rappelle des souvenirs, rue des Saules. Oui, rue des Saules, effectivement. Donc, avant de rentrer à Yavne, je m'occupais de la rue des Saules, donc au Mercaz de Montmartre. Donc, j'étais directeur adjoint, donc animateur. Et donc, il y avait beaucoup de jeunes. On récupérait, en fin de compte, les enfants du quartier. Qui venaient fréquenter, et donc on créait des groupes pour ne pas qu'ils traînent dans la rue, et on faisait énormément d'activités. Avec toutes ces activités-là, qu'est-ce qui a été le plus, on va dire pour vous, gratifiant? Mais tout a été gratifiant. Que ce soit au Mercaz de Montmartre. Il faut dire que lorsque je suis arrivé de Tunisie, j'ai retrouvé le Mercaz de Montmartre qui a été donc le seul endroit qui accueillait des Juifs. J'ai fait mon Talmud Torah là-bas. Je suis issu, moi, d'une école laïque, donc je n'ai pas fait d'école juive. Voilà. Donc vous avez tout appris là-bas. J'ai tout appris là-bas. Et puis, c'est les gens que j'ai rencontrés aussi qui m'ont aidé à ce que je suis aujourd'hui, que ce soit à Strasbourg avec la famille Ackermann. Des gens extraordinaires. J'ai toujours cette formule pour la famille Ackermann, et j'ai appris d'eux. On n'est pas invité chez les Ackermann, on s'invite chez les Ackermann. Voilà, les Ackermann, c'était des responsables. Comme on s'invite chez la famille Soufir. Mais je pense que j'ai vous avez appliqué. Voilà. Donc, j'ai étudié à l'échelle des étudiants à Strasbourg avec le Rav Abitbol. Bon, c'est un Rav extraordinaire. Bon, peut-être qu'il est pas sioniste, mais il avait l'amour du peuple et du juif et de la terre d'Israël. Et pour moi, c'était très important. Et à aucun moment, j'ai étudié là-bas, j'avais ma kippa sruga, etc. À aucun moment, il m'a fait la moindre réflexion sur ma manière de penser, ma manière de m'habiller, etc. Jamais. Et ça, vous avez gardé tout ça. Voilà. Et pour moi, c'est ça, en fin de compte, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce donc aussi à tout cet environnement que j'ai côtoyé aussi. Ok, alors ça, l'environnement que vous avez côtoyé, mais juste pour terminer, tout a été gratifiant, certes, mais il n'y a pas quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose que vous avez fait, que ce soit dans le cadre de Yavne ou dans le cadre du CASIP, je ne sais pas. Le CASIP, donc lorsque... Il faut expliquer pour les gens qui ne connaissent pas. Le CASIP, c'est le service social de la communauté juive de Paris. Ouais. Comité d'action sociale israélite de Paris. Okay. Donc, c'est une fondation qui a 4 maisons de retraite, 2 foyers pour handicapés, un vieillissant, un jeune. On s'occupait de Nitzolé Shoah, etc. Il y avait un service qui s'appelait Sepia Shoah. Sepia, service écoute personnes isolées âgées, et Shoah, donc pour les survivants de la Shoah. Ça, c'était important pour vous. Et donc, en 2009, le directeur général, donc, qui s'appelait Vadnaï, m'a contacté, que j'ai rencontré à un mariage. Il m'a dit, Gérard, écoute, est-ce que tu veux venir travailler avec nous? Et c'est un moment où, en 2009, où je commençais un peu à fatiguer. Des enfants. Parce que ce qui se passe, c'est que moi, chaque année, je prends 1 an, mais l'enfant de 6e, il a toujours 12 ans, et le terminal, il a toujours 18 ans. Ce qui fait que plus je vieillissais, plus je prenais de l'âge. Non, j'étais conscient des responsabilités. Et je commençais un peu à stresser. Bon, c'est comme ça. Et j'avais cette opportunité. Vous étiez un peu moins fou, quoi. Oui, parce que donc, on devient... Effectivement. Et donc, j'ai accepté. D'ailleurs, ma femme m'a encouragé en disant, écoute, Gérard, au pire, dans 2-3 ans, tu vas prendre ta retraite et puis c'est terminé. Bon, au moins, tu auras essayé. Et donc, moi, j'ai toujours pour principe, lorsque j'ai un nouveau tafkid, j'observe pendant 3 mois, j'observe. Ce qui se passe. Et une fois que j'ai observé, j'ai su quels sont les besoins, etc. Et donc, j'ai créé, et donc là aussi, il a fallu se battre avec Vadnaï pour créer un centre culturel, une maison de seigneur de la culture, donc qui s'appelle maintenant Bluma Fischer, parce que donc, une des personnes... Donc ça, c'est une de vos réalisations dont vous êtes fiers. Alors, c'est un centre communautaire, un centre culturel qui est ouvert de 9h à 18h non-stop. Les personnes âgées peuvent venir à n'importe quel moment, autour d'un café. Il y avait des activités, des ateliers, des conférences, des sorties, etc. La personne sortait de son isolement. La personne âgée sortait de son isolement. C'est ça qui vous a plu. Oui. Et puis, c'est pas ça. C'est que c'est très gratifiant parce qu'une personne âgée, c'est extraordinaire. Il suffit de déplacer une chaise pour avoir des bénédictions.
C'est incroyable. Alors, elle venait. C'est pas ça. C'est qu'il faut savoir que avant de venir, elle s'habillait, elle se maquillait, elles avaient des rendez-vous, il y avait quelque chose, il y avait un but, elle ne restait pas chez elle entre quatre murs. Donc ça vous a apporté beaucoup de joie. Et ça m'a apporté énormément. Donc il y avait ce projet-là, et puis le projet de bouche à oreille. Alors, ce que j'ai mis en place, alors là, j'aime beaucoup l'intergénérationnel. Donc, ce qu'on a fait, je prenais des rescapés de la Shoah ou des enfants cachés, on allait dans les écoles, on prenait soit des troisièmes, soit des premières. Alors, on les mettait en binôme. Ils se voyaient 3-4 fois dans l'année. La personne racontait son histoire et les enfants écrivaient. Une fois qu'ils ont terminé d'écrire, donc, on modifie, on rectifie. Je convoque la personne. On se met d'accord sur le contenu. Et les enfants racontaient l'histoire à la personne ? Non. Alors, elle nous amenait des photos et on faisait un book. Et on faisait une cérémonie, etc. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, je sais que donc il y a eu la 10e... Le projet continue. Continue, etc. Voilà. Bon, alors la question pour finir l'émission, elle est obligatoire. Quel va être le nouveau projet de Gérard Soufir ? Oh là là. Déjà, je voudrais quand même dire un mot au niveau de l'ALIA. Ah, d'accord. Pour moi, c'est important. Encore une fois, donc moi, j'ai fait une ALIA privilégiée. Parce que je suis venu à la retraite, je suis entouré de mes enfants, des amis, etc. Je ne suis pas isolé. Même si je baragouine en hébreu, je me débrouille, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais ce que je peux dire, c'est que les Français, l'ALIA française est en souffrance. Véritable souffrance. Je pense, et on ne peut pas me taxer d'antisioniste, le gouvernement ne fait absolument rien pour les Français. Et je pense que c'est une erreur. Soit le gouvernement s'engage à faire venir des Français et les accompagne, ou bien à ce moment-là, ils peuvent... Et je parle pour Qualita, ils n'ont qu'à déléguer. Donc Qualita, en tant qu'institution qui fait énormément de choses pour les Français. Mais d'après vous, c'est pas normal que ce soit une initiative privée, personnelle. Voilà, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vais vous donner un exemple très simple. Au mois de mai de l'année dernière, un couple est venu me voir. Je leur ai dit de retourner en France. Parce qu'ils étaient en souffrance. Ils étaient là depuis 2 ans. Ils n'ont pas déballé les cartons de déménagement, etc. Ils ne comprenaient rien à ce qui se passait au niveau... Vraiment, je pense que le gouvernement a une grande part de responsabilité. Soit ils veulent l'ALIA à ce moment-là, donc ils assument. Soit ils assument et de A à Z pour essayer d'accompagner. Donc, soit à ce moment-là... C'est plus la peine de faire de la promotion. C'est triste, ça, pour finir. Non, mais par contre, il y a des solutions. Bien sûr. Moi, une des solutions, et j'espère que personne va l'entendre, je crois qu'il faut réouvrir les Merkazei Klita pour les Français. Encore une fois, il faut repeindre les Merkazei Klita. Il faut les recevoir. Il faut en construire de nouveaux, des neufs. Il faut les recevoir dans un cadre. Qualita s'occupe de Dalia. Ils les reçoivent dans des studios extraordinaires, ils sont dans des endroits très beaux locaux, etc. Ils honorent donc la présence de ces Olim. Il faut faire pareil, c'est-à-dire qu'il faut les recevoir, il faut les accompagner durant une année complète, les obliger à apprendre l'hébreu. Attention parce que vous allez être nommé directeur des nouveaux Merkazei Klita. Mais alors là, avec grand plaisir. Alors vraiment, si vraiment demain il y a une direction, ils ont besoin de moi pour un Merkazei Klita, je suis partant, mais à condition que ce soit destiné aux francophones. Bon, et ben voilà, c'est dit. Voilà, j'ai trouvé un nouveau projet pour Gérard Soufir. Merci beaucoup pour votre enthousiasme qui n'a pas pris une ride. Et j'espère que tous les élèves qui vous ont connu auront été contents de vous savoir déjà en Israël, parce que tout le monde ne le sait pas encore. Et puis, mais je vais lancer un appel. Donc, moi j'aimerais donc essayer d'organiser dans l'année à venir un grand rassemblement de tous les anciens de Yavne. Vraiment, je crois que ce sera extraordinaire. Et je voudrais aussi que les anciens de Yavne s'impliquent dans ce projet de Klita des francophones. Alors, les anciens de Yavne, attention, il a lancé le message. Comment on fait pour vous répondre, pour dire oui, on vient, on se rassemble ? Page Facebook, Gérard Soufir. Oui. Vous répondez à tout le monde ? Je réponds à tout le monde. Alors là, vous êtes obligés, attention. Il débarque et il a beaucoup, beaucoup de choses encore à faire avec nous. Merci beaucoup. Merci Gérard. Cathy, merci beaucoup. Bientôt. Merci, à bientôt. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.